Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. J'aurais dû vivre à la cour de Rodolphe II. C'est ce qu'aime à dire le peintre d'origine tchèque Lukáš Kandl, dont les œuvres transportent le spectateur dans des univers fantastiques, des univers où l'ésotérisme s'apparenterait à une quête d'un savoir perdu, où la poésie serait l'alpha et l'oméga d'un quotidien, sinon bien trop morne, où la figuration aurait encore toute sa place dans un monde dominé par l'art conceptuel. Lukáš Kandl, bonjour. Bonjour. Nous allons revenir sur tous ces aspects de votre création, mais revenons d'abord peut-être sur ce qui vous a amené en France, jadis. Vous êtes parti de Tchécoslovaquie en 1970 pour la France, donc. Pourquoi êtes-vous parti et dans quelles conditions? Rappelez-nous. À l'époque, je suis parti parce que j'étais un petit peu envoyé par hasard en France pour un travail d'été qui avait rien à voir avec la peinture. Et j'ai commencé donc à apprendre le français. Et après, j'ai rencontré Françoise, qui est ma femme. Et depuis, finalement, pour continuer de travailler, parce qu'elle aussi, elle travaillait à Paris, en France. Donc, on a déménagé, ou j'ai déménagé en France, dans la région parisienne. Et effectivement, aussi, j'en ai profité pour faire, parce que la peinture, j'ai commencé déjà à Prague, faire la peinture dans les écoles spécialisées. Et donc, pour exposer à Paris, étant donné qu'il y avait les lieux d'exposition au niveau international, donc c'était nettement mieux à Paris qu'à Prague. Est-ce que c'était facile ou pas quand on débarque comme ça de Tchécoslovaquie en tant qu'artiste finalement qui commence sa carrière d'une certaine façon? Non, finalement au départ rien n'est pas trop facile, mais étant donné que quand on arrive relativement jeune ou tout à fait jeune, on a un petit peu plus de courage qu'actuellement. Il fallait beaucoup bouger, il fallait trouver les endroits où on pouvait travailler, où je pouvais réaliser mes tableaux. Et bien sûr, il fallait trouver, n'est-ce que les problèmes un peu techniques, trouver éventuellement une voiture ou quelque chose comme ça pour transporter les tableaux et trouver les lieux où, d'une façon collective, il y avait les expositions. En tant qu'artiste, Paris faisait-il partie de votre imaginaire comme la ville attirant les peintres de tout temps? Oui, bien sûr. Enfin, Paris, c'était quand même une ville mondialement connue, n'est-ce que pour la Tour Eiffel ou pour les choses comme ça. Après, finalement, il y a bien sûr les capitales de chaque pays qui proposaient ou qui parfois proposaient les expositions, mais à Paris, c'était plus facile. Comment avez-vous vécu l'éloignement de votre pays natal, la Tchécoslovaquie? Ça devait pas être facile quand même. Non, je dirais que ça allait à peu près, parce que aussi dans ma famille, spécialement ma mère elle travaillait dans une maison d'édition qui s'appelait Artia à l'époque, et donc elle parlait parfaitement le français. Et mon père était architecte, mais c'était un grand caricaturiste, un dessinateur. Donc finalement, j'étais un petit peu dans cette ambiance artistique et en même temps une ambiance un peu internationale. Alors parlons un peu de votre style. On pourrait le caractériser pour un œil peut-être non averti comme de l'art fantastique. Est-ce que cette définition c'est la vôtre ou peut-être avez-vous une définition qui est à vous-même, la vôtre? Non, je pense que ça correspond assez bien à fantastique. C'est enfin un travail, disons, au point de vue technique ou technicité
classique, mais au point de vue contenu, ça touche un petit peu le rêve, je dirais le rêve éveillé. Quelle place, justement, pouvait avoir cet art, ce type de représentation, peut-être justement dans la France des années 70 où vous arriviez, c'était quand même une époque où l'art figuratif, pour le coup, puisque vos toiles sont figuratives, même si à cet aspect fantastique et parfois surréaliste, cet art figuratif n'avait pas vraiment peut-être sa place. Est-ce qu'il y avait une méfiance peut-être vis-à-vis de votre style ? Oui, effectivement, je crois que d'une façon, disons, officielle. L'art se dirigeait plus vers les choses un petit peu abstraites ou l'art conceptuel, etc. Mais disons, à cette époque-là, au début, quand je suis arrivé en France, c'était quand même encore bien toléré. Et donc, où j'ai continué cet art-là, et finalement, progressivement, on a rencontré, ou j'ai rencontré les artistes français ou d'origine différentes pays du monde qui travaillaient un petit peu dans le même style. Et donc on a organisé après les expositions de groupes qui correspondaient à notre pensée de la création artistique. Tout à fait. Alors peut-être ça, on reviendra un petit peu là-dessus un peu après, parce que ça c'est intéressant aussi. Pour revenir à votre inspiration, à vous, Łukasz Kandel, qu'est-ce qui vous fascine et qu'est-ce que vous trouvez justement de fascinant et d'attirant dans cette, finalement on pourrait dire, cette forme d'ésotérisme d'une certaine façon, et tous ces symboles que vous représentez dans vos toiles. Oui, moi j'aime beaucoup cet art-là parce que finalement on dépasse le réalisme. C'est-à-dire, effectivement, j'ouvre un petit peu une parenthèse, donc j'ai étudié à Prague, bien sûr, c'était à l'époque d'un pays un peu politiquement assez invraisemblable, mais au point de vue apprentissage artistique, finalement, dans les écoles d'art à Prague, c'était assez formidable parce qu'on a appris l'art tout à fait classique, c'est-à-dire vraiment, on a appris toutes les techniques, on a appris même les copies des tableaux anciens et toutes les méthodes de fabrication de couleurs, préparation de techniques de la toile, bien sûr le dessin tout à fait réaliste, jusqu'à faire les dessins qui on pourrait dire, ressembler à une photo, et la peinture, la même chose. Et en même temps, on avait par la suite un peu une sorte de liberté de s'exprimer comme on voulait. Et moi, effectivement, j'aimais bien cette technicité classique, mais au-delà de réalisme. Puisque vous parlez de cet art classique ancien, peut-être quels sont vos maîtres en peinture ? Ah oui, les maîtres en peinture, c'était, je dirais, les maîtres de l'art ancien, donc la Renaissance par exemple, et un petit peu dans tous les pays d'Europe, donc entre les Botticelli, Rembrandt, Arcimboldo, etc., etc. J'aime beaucoup ces artistes-là. Puisque vous parlez justement d'Arcimboldo, ça me fait penser à ce que je disais en introduction. Je faisais une référence à Rodolphe II. Vous êtes né à Prague, vous êtes pragois, c'est la ville du golem, c'est la ville de Rodolphe II, donc cet empereur mécène. C'est une ville magique à proprement parler, Praga Magica. Son inspiration sur votre création, elle est évidente, toujours ici, même en France. Oui, c'est ça. Je continue justement dans cet esprit-là, effectivement, à Prague, sur le Rudolf II, Arcimboldo, qui venait d'Italie, travaillait là-bas, et il organiser un peu les fêtes pour Rudolf II, et qui était dans un domaine un peu fantastique, surréaliste et invraisemblable.
Justement, puisque on revient à cette question de style, d'inspiration fantastique, ésotérique, est-ce que vous pensez que finalement l'art aujourd'hui, c'est peut-être une question un peu compliquée, mais est-ce que il est vide de sens pour vous cet art qui justement oublie finalement la matière, la figure? Oui, parce qu'actuellement, on parle de l'art contemporain et je le traduis un petit peu, l'art contemporain. Donc, il y a certains moments, pas tout bien entendu, mais il y a certains arts qui sont tellement bizarres et tellement étranges. On transporte ou on pousse une brouette remplie de déchets, on la renverse sur une toile et on colle tout ça là-dessus et on déclare que c'est une création artistique. Donc dans ce domaine-là, je suis pas tout à fait d'accord. Une petite nuance à ça quand même, je me demandais si finalement cet art que vous pratiquez, est-ce qu'il y aurait peut-être pas, en tout cas dans certains domaines ou pour certaines personnes, plus de place pour cet art aujourd'hui par exemple, parce que déjà notre monde est quand même assez incertain et peut-être qu'on a tous besoin de s'échapper dans des mondes un peu alternatifs, on peut dire ça comme ça. Et puis il y a aussi quand même d'autres médiums finalement pour d'expression pour ce type de représentation. Je pense par exemple aux productions de séries, aux productions cinématographiques, à la bande dessinée. Peut-être qu'est-ce qu'il y aurait pas une forme de regain de ce type d'art par d'autres biais? Ah oui, mais je pense que un petit peu dans tous les domaines artistiques, c'est-à-dire effectivement le dessin, la bande dessinée, j'en sais rien, le cinéma, euh, les créations comme ça, je pense que l'art qui contient une sorte de spiritualité un petit peu améliorée ou approfondie, je pense qu'elle devrait avoir le droit de citer. Ouais. On parlait justement de cette opposition art conceptuel, art figuratif. Votre art, votre création fantastique est plus en effet du type figuratif. Vous le développez pas uniquement vous de manière individuelle, évidemment il y a d'autres artistes et justement vous avez créé un groupe qui s'appelle Libellule, c'est un très beau nom. Pourquoi cette envie de créer déjà ce groupe? Et puis c'est d'ailleurs assez étonnant parce que j'avais envie de dire, on a souvent l'impression que les artistes sont plutôt solitaires et là au contraire l'idée c'est en fait d'associer des artistes ensemble. Mais c'est un petit peu finalement une création un petit peu grâce aux expositions collectives. Par exemple, au Grand Palais, il y avait beaucoup d'expositions et il y avait les groupes un peu spécifiques avec une tendance spécifique. Et finalement, à un moment donné, je me suis trouvé au Grand Palais, dans le salon Comparaison par exemple, diriger un groupe d'artistes et finalement pour avoir les artistes qui ressemblent d'une certaine façon à ce que je faisais moi-même. Donc finalement, avec ma femme, on a créé un groupe qui s'appelle donc Libellule. Et dans ce groupe, il y avait les artistes qui travaillaient au point de vue technicité et au point de vue inspiration de la même façon. Et ça permettait que le groupe soit homogène. Donc finalement, quand il y avait quelqu'un qui visitait l'exposition, il s'est aperçu qu'il y a une sorte de cohérence entre tous les artistes. Et ce qui était très bien aussi, que finalement dans le groupe, il y avait les artistes de monde entier, vraiment qui venaient de différents pays d'Europe, mais aussi même au-delà des pays un petit peu de côté américain et d'autres directions. Donc finalement, on avait une sorte de logique dans cette peinture-là. Et en plus, j'ai décidé chaque année proposer aux peintres de mouvements de groupe Libellule une nouvelle thématique. Et on a commencé, enfin la première thématique c'était les anges. Et donc finalement, et en plus, chaque fois, on donnait un grand format, standard pour tout, enfin pareil pour tous les artistes.
Et après, bien sûr, c'est la même thématique. On ajoutait les tableaux de format moyen ou petit format. Et donc, finalement, on a commencé par les anges et on a continué avec différentes thématiques. Et il y en a aussi une thématique qui est parmi les plus, je dirais, le plus extraordinaire et qui justifie un petit peu mon certain amour pour les artistes classiques anciens, et c'était hommage aux maîtres anciens. Et cet hommage aux maîtres anciens, ça voulait dire que chaque artiste actuel est parti visiter l'atelier de maître ancien, qui a vécu plusieurs siècles avant, et il a regardé cet atelier, il a fréquenté cet artiste ancien, et il est revenu avec un tableau où on reconnaissait le maître ancien et où on reconnaissait le maître actuel. Et je trouve que c'était vraiment une thématique très réussie parce que même les personnes qui ne connaissaient pas les artistes actuels ont reconnu, par exemple, les grands maîtres classiques. Ils se disent, tiens, ça ressemble à Verlaine, ça ressemble à maître classique, enfin Rembrandt, Arcimboldo, Botticelli, etc. Et finalement, il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'était le maître ou l'artiste actuel. Pour terminer tout doucement cet entretien, j'aimerais peut-être revenir sur la dimension plus franco-tchèque qu'on a un tout petit peu évoquée là, puisque vous, finalement, en effet, de fait, vous êtes tchèque, vous vivez en France, vous faites ce lien-là. Peut-être, est-ce qu'il y aurait, selon vous, des éléments de la culture tchèque qui mériteraient d'être davantage connus en France ? On dit souvent justement que comme la culture tchèque, c'est issu d'un plus petit pays, que la France a une grande culture, voilà. Mais finalement, on voit que ces échanges sont très fructueux. Alors peut-être, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que peut-être en France on devrait connaître de la culture tchèque? Mais je pense que effectivement ça sera. Enfin, je suis pas tout à fait sûr. Peut-être je me trompe. Il y avait peut-être les traductions des livres ou de la littérature tchèque ou tchécoslovaque qui existent en France, mais je pense qu'il y a toujours ce côté un peu poétique et côté de rêve qui existait à Prague et qui pourrait être un petit peu plus peut-être enseigné peut-être dans les écoles en France, mais je suis pas suffisamment spécialisé dedans, donc je dirais qu'il faudrait quand même qu'entre les consulats ou les ambassades ou les centres culturels français et centres culturels tchèques, qu'il y a plus de correspondance et échanges qui permettraient d'apprendre tous ces domaines. Merci beaucoup, Lukáš Kandl. Merci beaucoup pour l'interview. J'espère bien que ça pourrait servir, bien sûr, à refaire le contact avec Prague et entre Prague et Paris. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.